Voilà, donc c'est créer cet esprit-là où j'ose écrire que je suis la petite fille du roi. Maintenant, bien évidemment, quand j'écris que je suis la petite fille du roi, je ne peux pas faire plouf après, il faut que je continue, d'accord? Et donc je continue. Et l'idée, c'est, dans une auto-louange, c'est de gonfler la montgolfière et de faire en sorte qu'il va sortir des choses extraordinaires. Mais le plus extraordinaire, c'est que quand vous partagez, personne n'entend l'amplification. Parce qu'en fait, c'est l'âme qui parle. Et ces jeunes qui, tout barricadés dans une bulle de verre en croyant qu'ils étaient les seuls à vivre les pires horreurs, se mettaient à entendre chez l'autre une parole de vérité, et souvent une parole qui leur échappe. Parce que dans l'auto-louange, il n'est pas question de ne dire que du positif. On lâche le tout de la vie. Je vais vous donner un exemple écrit par Digna. Alors, Digna, c'est une jeune fille qui venait d'Argentine, et elle avait quitté ses parents qui vivaient dans la Cordillère des Andes. Dans la Cordillère des Andes, quand vous avez 40 ans, vous êtes déjà très vieux, super buriné, l'espérance de vie est très très courte. Donc Digna avait peu d'espoir de pouvoir retrouver son père vivant. Et vous allez l'entendre dans son texte. Alors, je les encourageais toujours à écrire dans leur langue maternelle, parce que c'est dans la langue maternelle que vous êtes le plus près de votre âme. D'accord ? Et donc j'avais souvent autant de langue maternelle que d'élèves. Et donc ici c'est Soy la mejor poeta de la luna. Je suis la meilleure poétesse de la lune, parce qu'elle illumine les cœurs de tous. Parce que la tranquillité et le silence bercent le cœur, je suis le meilleur qu'il y a sur cette terre. Parce que je suis l'horizon et que l'horizon ne se termine jamais. Et si je meurs, je serai un souvenir. Je suis l'amour, je vis d'amour, et l'amour ne peut vivre sans moi. Et le monde entier obéit et tombe aux pieds de mon trône. Et sans penser, je suis dans ton cœur. Je suis le sentiment qui te donne la force. Je suis douce comme le miel, comme l'eau cristalline. Je suis l'oiseau sans chemin, la tristesse d'un nid vide, le courage qui franchit les obstacles. Je suis la rue et la misère, le mendiant qui pense qu'un meilleur futur se trouve dans sa main tendue pour demander l'aumône, le pain qui ne vient pas à sa bouche, la tristesse et la solitude qui rôdent et qui sont collées à son corps mince, comme l'air qui se respire. Peut-être que je suis la honte. Mais je ne me rends pas parce que je suis l'espérance de meilleurs lendemains. Vous imaginez proclamer ça devant vos copains de classe? Une telle densité d'honnêteté, vous n'avez pas entendu d'amplification. D'accord? Quand elle dit « et le monde entier tombe au pied de mon trône », on entend la saveur de 15 ans. D'accord? On n'entend pas d'arrogance. L'auto-louange est un acte d'une extrême humilité, parce que tout ce qui vient à votre cœur, vous le déposez et vous le laissez être partagé. Et donc, ces jeunes qui chacun proclamaient leur texte devant les autres, changeaient leur regard les uns sur les autres. Et je me suis retrouvée avec des classes d'une très grande solidarité. Des classes où ils avaient appris que c'est par l'autre que quelque chose peut changer. Gratien m'a dit, avant d'avoir pratiqué l'auto-louange, je croyais que j'étais vide et que l'école servait à me remplir. Maintenant, je sais que j'ai quelque chose à l'intérieur et je vais me battre pour le réaliser. Voilà, vous sentez que j'aurai encore énormément de choses à partager avec vous, mais je propose qu'on le fasse sur mode d'un échange, de questions que vous me poseriez. Il faut un courageux, un premier. Un exemple oui. d'auto-louange, les frères, si Régis, non, il ne dort pas, ça va. Je dis souvent aux frères en communauté, nous sommes vraiment les meilleurs. Et ça marche, ça. Oui. Oh, il y a du mot dedans, hein, bien sûr. Je ne ressens pas que ça a la même portée, parce que c'est nous.
Vous parlez de nous, vous parlez pas je. Voilà. Je suis le meilleur, ça n'a pas la même portée que nous sommes les meilleurs. Ah oui, oui. Ce qui est très très fort, ce qui est très fort dans le... Ce qui est très fort dans l'auto-louange, c'est l'exigence d'être en jeu. Et là se trouve le creuset d'une humilité étonnante, parce que j'amplifie une image, hein, et le monde entier tombe au pied de mon trône, et vous avez entendu que c'est le monde qui vient juste derrière. Pourquoi? Parce que quand j'ai ouvert complètement, et que je peux m'installer, et que ça fait waouh à l'intérieur, eh bien il y a toute mon identité, tout mon passé qui revient, et il y a toutes mes fêlures, vous voyez? Et donc tout se dit. C'est comme si, enfin, l'impression que me donne l'auto-louange, c'est que je deviens un pécheur qui est là au bord de mon inconscient, et que l'amplification d'une phrase vient sortir quelque chose de vital pour moi, mais que je ne savais pas que je savais. Et de me le restituer me donne une force. Et donc ce sont des textes qui sont au-devant de nous. Très souvent, des gens qui viennent pratiquer l'auto-louange avec moi se mettent à douter à un moment donné. Et ils disent, oui, mais tout ça c'est très bien, mais quand même, allez, calmez-vous, hein, soyons un peu raisonnables. Non, si vous voulez être raisonnable, vous faites confiance à ce texte. C'est le texte qui tient la clé de votre existence. Vous êtes atrophiés, vous êtes trop petits par rapport au texte. Nous sommes des atrophiés. Je vais vous lire un texte magnifique de Christiane Singer qui montre que le Kassala est resté vivant en Afrique parce que c'est une culture de l'oralité. Et donc on a transmis ce sens de la dignité et ce regard lumineux sur l'autre parce qu'il fait partie de la nécessité de l'oralité. D'accord ? Mais chez nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons eu les légions romaines, nous avons eu le Code Napoléon, nous avons eu l'école de la République, vous voyez, qui sont toute une série de mouvements qui nous ont rendus hyper compétents dans une boîte de plus en plus petite. Et donc, ça va jusqu'à transformer nos mots. Et je vais vous lire la façon dont Christiane Singer en parle si bien. J'étais dessus. Plus radical encore, l'auto-louange glorifie le glorificateur lui-même. Elle m'invite, moi la parleuse, à chercher les traces de la présence divine, non plus chez le bien-aimé, chez l'autre, mais en moi-même. Coup de théâtre. Tous nos poils catholiques se dressent. Pourtant, l'humilité ô combien mal comprise a été durant 2000 ans la meilleure pourvoyeuse du diable. Partout où l'homme a tenté de se mettre debout, n'a-t-il pas été rabroué, rappelé à l'ordre, à sa petitesse ratatinée? Celui qui ose lever la voix, provocare, littéralement appelé au dehors, provoque. Celui qui courageusement se place en avant, prostatuere, se prostitue. Celui qui fait confiance, ose une avance, présumere, est présomptueux. Partout rôde l'héritage des légions romaines, la dévalorisation subtile ou brute de l'homme libre, la mentalité du mercenaire. J'ai souvenir d'une dame qui se refusait de croire que « Je te loue, Seigneur, de cette merveille que je suis » fut un psaume 139. Que l'homme soit qualifié de merveille ne lui paraissait pas canonique. Eh bien, c'est ça que les jeunes viennent nous redemander, c'est de reprendre une pleine place, de pouvoir exister dans la plénitude de ce qu'ils sont, parce qu'ils savent que là, ils sont branchés sur le divin. Et ils ne cherchent rien de moins que ça. La dite violence des jeunes, c'est de nous décaper jusqu'à retrouver du vivant. La drogue des jeunes, c'est chercher de la spiritualité. Et donc, dans ces expressions, ils y vont en direct. Et ils sont d'une émotion. J'ai vu un jeune qui avait vécu la guerre du Rwanda. Et dans son texte où il se la gonflait un peu, il avait une phrase qui disait « de la drogue, de la guerre, du viol et du meurtre, j'ai tout connu ». Juste une phrase. Ça pouvait passer inaperçu. Puis il continue son texte. À la fin de son texte, la classe était sur moins d'1 mètre carré. Ils étaient tous dans ce qu'on appelle un grand embrasso. Tous serrés fort les uns contre les autres. Parce qu'il avait dit sa vérité. Et ce jeune, c'était comme le tribunal d'Afrique du Sud.
Oui, vous savez que les tribunaux du pardon en Afrique du Sud, quand un criminel a dit son crime à la famille des victimes, il est culturellement pardonné. On veut dépasser. Eh bien, quand ce jeune a pu déposer dans le collectif ce qu'il avait vécu, il appartenait au collectif. Il était restitué dans son humanité. Après, on peut faire des maths. Avant, pas. Oui. Ceci n'est pas un plaidoyer pour les maths. Faire des maths ou autre chose, bien sûr, vie, bien sûr. Mais même les maths, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Même les maths. Voilà. Ça a un côté vraiment magique. Enfin, juste à dire. En Afrique du Sud, ce sont les tribunaux de. C'est Monseigneur Toutou. Voilà. Mais tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on était en train de changer d'air. Vous pourriez le dire plus fort? Tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on était en train de changer d'air. Vous parliez du fait qu'il y avait Internet qui était là. Moi, j'amènerais aussi le fait que la plupart de ces jeunes, ils viennent d'un endroit qui est des cités, pour beaucoup. Ils vivent dans la violence, pour beaucoup, et en communauté, pour beaucoup, parce que l'endroit où ils vivent, c'est la rue. Donc, ils vivent ensemble, et c'est là qu'ils se battent, et c'est là qu'ils se retrouvent, et c'est là que ça... Et aujourd'hui, je lisais quelque chose, je me documente pour partir à l'étranger dans un certain pays, et il disait qu'il y avait un encart comme ça dans l'ONU Planète, et il disait qu'il ne fallait pas rater, dans les petites ruelles d'un certain quartier de cet endroit, il y avait l'art contemporain qui était en train d'émerger, et c'était des tags. Et il parle de ça, aujourd'hui, dans l'ONU Planète, pour partir en Israël, comme de quelque chose de... pas raté. Et pour moi, ça, c'est vraiment, regardez, on a changé d'air, on est ailleurs. Il faut arrêter de mettre du blanc sur... C'est comme ça qu'ils s'expriment aujourd'hui, les jeunes, et c'est vers ça qu'on va. C'est plus... Le reste, c'est là, c'est notre passé, mais c'est vers là qu'on va, et c'est là-dedans qu'il faut les galvaniser. Et ils sont intelligents, ils les ont mis ils font des expos aujourd'hui dans des musées d'art contemporain là-bas, pour montrer ça et pour montrer que, oui, arrêtez de dire que c'est du tag et que c'est des graffitis et de mettre ça. Non, c'est le nouvel art de cette nouvelle jeunesse, et c'est eux notre avenir. C'est pas ailleurs que ça se passe. Donc, pour moi, ça fait partie de ça. Et je pense que, ouais, il faut tous qu'on se rende compte quelque part, même d'où on vient, et même si ça peut nous déranger, parce que la plupart du temps, ce qu'il y a sur les murs, c'est dérangeant, parce que c'est pas à ça qu'on ressemble, ou en tous les cas, pas tout le monde, mais ça fait partie de notre humanité à tous, quoi. Donc, moi, ça me parle beaucoup, ce dont vous parlez, parce que... Je dirais qu'il y a... C'est vers là qu'on va. Dans le tag, il y a une dimension secrète. C'est une écriture qui, normalement, ne devrait pas être 100% lisible, d'accord, et qui a une dimension d'agressivité et de violence. C'est-à-dire qu'on va prioritairement sur des lieux publics que l'on n'estime pas beaux ou dans des lieux qui nous sont interdits. Ce qui est intéressant, c'est la mutation, c'est-à-dire repérer des artistes qui sont dans cette problématique et les faire, et leur donner d'évoluer par la reconnaissance, mais c'est un art qui évolue. Le tag en tant que tel, pur et dur, disparaît quand il est reconnu. D'accord ? Et donc, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que... C'est éphémère le tag, puisqu'on tag sur le tag. Oui, on tag sur le tag. Oui, il y a là-dedans aussi une composante de guerre de clans. Oui, oui, et donc, il y a des tags sur lesquels on ne tag pas. Enfin, il y a des codes. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est que c'est l'invention d'une écriture, l'invention d'une communication, et que donc, quand on est dans un bouillon de culture, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui mute. Et de reconnaître ça leur permet d'exister. Je vais vous donner un exemple. J'avais un de mes élèves qui s'était appliqué pendant la récréation à écrire « Excusez-moi les oreilles sensibles, fuck Milice ». Milice, c'est mon nom. Hein, je ne vous traduis pas. Et il avait mis ça sur le tableau. Et donc, quand je rentre, on ne peut pas être professeur depuis plus de 20 ans dans une école dite de discrimination positive sans avoir une légère compétence dans ce genre de graphisme. Donc, il se fait que je n'étais pas censée repérer ce qu'il a écrit, mais voilà.
Et donc, je le laisse faire, et comme il était au tableau, et que j'ai une pédagogie très participative, je lui dis, ben, Luciano, tu veux bien effacer ce que tu as écrit, et reste au tableau, et je lui donne l'énoncé de l'exercice. Bon, ça le peste un peu, mais comme ils savent que s'ils sont au tableau, ils peuvent appeler n'importe qui à la rescousse pour l'exercice, ben, il appelle d'autres, l'exercice se déroule assez bien, et quand il passe à côté de moi, je lui dis, et une prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi en face. Fin de l'épisode. Je remarque dans la suite du cours qu'il est en train de déchirer une feuille de papier en 1000 morceaux et il met ça dans la poubelle. Et je lui dis, Luciano, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça vous regarde pas, madame? C'est pas votre poubelle, c'est pas votre papier. Je dis, Luciano, si ces papiers ne sont plus dans la poubelle tantôt, tu auras affaire à moi. D'accord? Et je continue. Évidemment, j'ai mon heure de fourche, et quand je rentre de mon heure de fourche, tous les papiers sont à la rue. Donc, je fais ce que j'avais dit, je vais à la direction et je demande que Luciano soit interpellé, par exemple, pour aller ramasser ses papiers. D'accord ? Et donc, j'arrive au cours et il me prend au collier comme ça et il me dit on balance les copains maintenant. Et je lui réponds tout franc, tout net, mais j'ai jamais dit que tu serais mon copain si tu fais ça. Oui. Mais c'était ça qu'il avait besoin, c'était sa façon de venir chercher la densité de l'adulte. Après ça, on était les meilleurs potes du monde. C'est-à-dire que j'avais occupé ma place, lui avait occupé la sienne, on n'était pas tout à fait dans le même scénario, mais on avait coexisté dans un temps fort. Et ça permet la mutation. Donc je crois que le tag en tant que tel est une provoque qui vient chercher chez l'autre, par exemple, la définition de l'art, la définition de l'espace public. Vous voyez ? Mais quand on est ouvert à redéfinir l'espace public, ce n'est plus du tag. Ça évolue, ça devient du graffiti, ça devient du kissaring ou autre chose. Hein. Donc il y a là une sorte de nécessité de redéfinir, mais en appréciant, comme vous le dites, le fait qu'ils inventent une langue, ils ont inventé une autre musique. Le rap, c'est tout autre chose. Et ils sont dans un bain d'inventivité tout à fait étonnant. Oui. Oui. Est-ce que vous feriez une différence entre l'action des griots en Afrique et l'auto-louange? Non, on voit un peu partout, sur toute la surface de la planète, que les modes traditionnels s'étiolent, sont en risque de disparaître ou sont repris par des gens qui en font vraiment une ascèse. Chez les Amérindiens, par exemple, certains revivent de façon traditionnelle pour garder les valeurs, parce qu'elles disparaissent. Mais c'est un peu ce qui se passe en Afrique. Certains griots prennent sur eux de retenir ce que les autres se permettent d'ignorer. Et donc ce livre-ci rassemble des textes écrits par mes élèves, et Jean Kabouta était tellement touché de pouvoir ramener en Afrique de l'africanité, si vous voulez, quelque chose qui était vivant chez eux, qui est en train de disparaître et qui peut y retourner par ce passage vis-à-vis de l'Occident. Le plus fort dans l'auto-louange, c'est que c'est une pratique millénaire qui a existé absolument partout. Et donc, je ne vous invite pas à vous brancher sur l'Afrique, je vous invite à vous brancher sur Montpellier. Ça va ? Sur cette terre-ci, du temps des dolmens. Il y a un livre magnifique, qui est un livre de Rothenberg, qui s'appelle « Les techniciens du sacré ». Et il a fait le travail de retrouver toutes les écritures primitives. Donc les paléogravures, le chant de la déesse Inanna, les chants celtiques, enfin les tout premiers textes de notre humanité, partout il y a des autolouanges. Partout l'être humain dit je suis la lune qui vèle. Oui, c'est un calendrier préhistorique. Donc l'idée du je qui se dépasse, qui prend une ampleur, c'est une idée fondatrice. Et donc l'idée n'est pas du tout de vous inviter à pratiquer un truc venant d'Afrique, c'est vraiment de retrouver des racines profondes. C'est en ce sens-là, excusez-moi, que le concept ou l'idée d'auteuriste
est extrêmement importante. Oui, Nous sommes auteurs. voilà. Tandis que dans la pensée griot, dans la pensée africaine, par l'intermédiaire des griots, on proclame les louanges de la communauté dans laquelle on sert. Non, non, le kassala, ou l'auto-louange, si moi je proclame votre louange, je la dis en je. Oui. Mais D'accord. c'est qui dit pour elle. Que dis-tu? C'est quand même quelqu'un d'autre, ça passe par C'est quelqu'un l'intermédiaire. d'autre. Oui, mais ça c'est Comme le simplement client. parce que Jean Caboutin ne savait plus le faire lui-même. Mais dans son village, il y avait plein de gens qui savaient le faire eux-mêmes pour eux-mêmes. Oui, Le et griot, traditionnellement, c'est un métier de louangeur. c'est un métier de mémoire des histoires du lieu. Et dans ce cadre-là, il est conteur, il est récitant, il est chanteur, et il peut aussi venir redonner la louange de quelqu'un. Oui. Moi, tout ce que j'ai vu au Mali, et j'y suis restée présent, parmi les griots, on a souvent été invités, ils chantaient les louanges de la famille qui les conviait pour ça. Voilà. C'était donc presque une fonction ou une vocation, comme vous voudrez, mais c'était une fonction. On fait venir le griot pour chanter les louanges, de manière à ce que la mémoire soit vivante, et il y a certainement des vases communicants entre la louange pour tous et le côté, l'écho personnel que cela provoque, qui fait qu'on peut passer à l'auto-louange par l'intermédiaire du groupe. Moi, c'est ce que j'ai retenu de mon expérience en Afrique. Là où il y a probablement un sas, c'est dans le fait que quand on va rencontrer le promis ou la promise, c'est sur le mode de l'auto-louange. Ah, voilà. Oui, c'est-à-dire que je ne vais pas vis-à-vis de l'homme juste lui dire c'est à vous ces beaux yeux-là, mais j'y vais en lui disant tout ce qui fait ma texture, les merveilles de mes ancêtres. Et donc l'idée n'est pas que Jules rencontre Juliette, c'est un peu limité, mais que Jules et son égrégore rencontrent Juliette et son égrégore. Et que ce soit les égrégores qui s'épousent, et qu'à ce moment-là, les liens qui tiennent le couple ensemble sont multiples. Voilà. D'accord. Je me sens très interpellée. Anna, lève-toi. Ça ne change rien du tout. C'est pareil. Mais je vais faire entendre, de toute façon je parle fort, pour penser la taille qui est petite. Je me sens interpellée beaucoup par votre valorisation de l'erreur. Et finalement, comme je l'entends, vous en parlez, c'est vraiment percevoir l'autre comme une richesse. Donc finalement, c'est on pourrait l'appeler une provocation. Qu'est-ce que l'autre est en train de me dire de sa richesse? Et en ce moment, moi je connais bien la créativité dans le sens que je suis très désordonnée, mais moi j'appelle ça de la créativité. Donc dans un monde où tout il faut qu'il soit casé, nommé, cadré comme ça, finalement l'erreur c'est aussi une sortie de créativité presque. Mais c'est une provocation, un défi. Est-ce que moi, l'adulte en face, ou la personne qui est en face, la jeune, j'arrive à percevoir quelle est la créativité que j'ai en face? Et j'étais en train de réfléchir, ce que j'ai compris dans les dernières années, c'est que toute chose dans la vie est une occasion. Ben voilà, pour moi, l'erreur est une occasion de plus, mais qui nous amène, erreur, soit à l'école, moi je suis une éducatrice, j'étais prof, mais bon, c'est autre chose. Et dans la vie aussi, les erreurs, les défaillances ou les dérapages, tout d'une provocation est une occasion. La difficulté, c'est, à mon avis, en tant qu'adulte, de prendre du recul pour dire, bon, ce n'est pas contre moi, je ne peux pas réagir d'emblée, mais ça, c'est toute l'histoire de l'être humain qui est directe à l'instant. Prendre du recul pour dire, bon, qu'est-ce que l'autre est en train vraiment de me dire là? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment je peux être à la hauteur de son attente, finalement? Ce n'est pas lui qui doit répondre à mes attentes, c'est moi qui dois répondre à son attente. Ça, c'est dense.
Ah oui, vous vous sentez extrêmement bien en disant ça, que tout d'un coup, le monde devient pluriel et qu'on se trouve dans des flottements, beaucoup moins dans des certitudes. Si moi je peux être très dense et croire que je sais et vouloir l'imposer à l'autre, je suis dans un scénario très canalisé. À partir du moment où je me dis dans la rencontre à l'autre, il a son point de vue qu'il va me donner et qui fait que je comprends pas. Il y a, comme vous dites, une certaine créativité. Je vais donner un exemple typiquement dans mon travail en mathématiques. J'avais une professeure qui a donné un superbe cours. Vous savez, en maths, on s'est donné de superbes cours, c'est-à-dire des exercices gradués, enfin, avoir bien pensé ça. Et puis, vous avez des enseignants qui donnent cours une année, ils gardent toutes leurs copies. L'année d'après, ils remodèlent cette copie. Et au bout de 5 ans, vous avez un bijou, quoi. C'est magnifique. C'est mort, hein? Mais c'est un bijou. Donc, elle donne un superbe cours et pendant 3 semaines, les élèves ont des exercices d'application de cette théorie mirléfique. Et puis, elle se rend compte à l'examen que 80% des élèves n'ont pas appliqué les formules qu'ils ont utilisées pendant 3 semaines. D'accord? Ça la perturbe quand même légèrement un petit peu. Et donc, classiquement, l'enseignant perçoit ça comme un langage agressif des élèves et les professeurs vous disent ils n'ont pas étudié, ils sont négligents, enfin tout ce que vous voulez, ou pire, à quoi je sers encore? Si les élèves me renvoient un tel échec, je ne sers à rien. Je lui ai proposé une alternative. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que la technique que vous avez enseignée, elle est assez difficile? Qui d'entre nous serait prêt à payer un gros prix pour une technique dont vous êtes sûr que vous pouvez vous passer? Vous êtes convaincu que vous avez une meilleure solution, un système bon marché. Est-ce que vous allez me payer, allez, mettons, 1000 € pour un super gadget dont je vous dis qu'il est vital? Et vous savez que pour 3 €, vous savez trouver mieux. Vous allez payer 1000 €? J'ai encore jamais vu quelqu'un qui me dit oui, mais c'est pas grave. Je continue de poser la question. Voilà. Et donc cette enseignante avait enseigné pendant 3 semaines l'usage du 1000 € à des élèves qui étaient convaincus que c'est son truc à elle, quoi. Mais moi, je connais 3 €. D'accord? Et donc à l'interro, ils ont